L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Bonjour et bienvenue à cette édition du 29 mai 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, Maxime Blanchette-Jonca vient nous parler des sujets de l'heure. On parle aussi de permis de brûlage avec le service d'incendie, un changement de limite de vitesse dans les rues d'Amqui. Saint-Arcius célèbre ses 100 ans. Ensuite, il y aura un 12 heures de danse en ligne dans le cadre de l'Expo agricole d'Amqui. Il y a aussi un retour sur la rencontre du printemps du Rosec avec Michel Coutu. Bien sûr, votre agenda culturel de la semaine, mais tout d'abord, vos actualités matapédiennes. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes de la semaine. Avec l'arrivée du beau temps, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche reprend ses activités sur le terrain pour la saison estivale. Son équipe sera présente un peu partout dans le bassin versant pour réaliser différents projets de sensibilisation et de collecte de données. L'organisme rappelle qu'il n'a pas de pouvoir réglementaire, mais qu'il agit plutôt comme un acteur de concertation entre les différents intervenants. Les citoyens qui croisent l'équipe, que ce soit lors d'événements près des stations de lavage ou pendant des inventaires terrain, sont invités à aller discuter avec eux. La Sûreté du Québec dresse le bilan de l'opération nationale concertée sur la distraction et les comportements imprudents au volant, tenue du 1er au 7 mai. Au total, près de 13 000 constats d'infraction ont été remis à travers la province. Les policiers surveillant notamment l'utilisation du cellulaire, le non-respect des feux rouges et des arrêts, les dépassements dangereux et les conducteurs qui suivent de trop près. La SQ rappelle que ces comportements peuvent mettre en danger autant les automobilistes que les autres usagers de la route. Maxime Blanchette-Jonca demande au ministre fédéral des Transports de revoir sa réforme concernant le traitement des plaintes des passagers aériens. Le député estime que la mesure proposée donnerait trop de pouvoir aux transporteurs dans la gestion des plaintes au détriment des consommateurs. Le Bloc québécois demande plutôt que la protection des passagers soit priorisée et que l'arriéré des dossiers soit réglé sans affaiblir le rôle de l'Office des transports du Canada. En février dernier, près de 95 000 plaintes étaient toujours en attente de traitement. L'UPA et la Fédération des producteurs forestiers du Québec interpellent les partis politiques au sujet de la mise en marché du bois provenant des forêts privées. Les deux organisations dénoncent une concurrence jugée déloyale sur le bois issu des forêts publiques qu'elles estiment vendu à trop bas prix. Selon elles, le projet de loi 11 risque d'aggraver la situation en fragilisant davantage les producteurs privés. Elles demandent des engagements clairs pour prioriser l'achat de bois en forêt privée et assurer de meilleures conditions de marché aux producteurs. Tourisme Bas-Saint-Laurent dresse un bilan positif de la dernière saison hivernale. De janvier à mars, près de 100 000 nuitées ont été enregistrées dans des établissements d'hébergement, une hausse de plus de 15 % par rapport à l'an dernier. La saison de motoneige a débuté plus tôt que d'habitude et les bonnes conditions de neige ont aussi favorisé le ski, la raquette, le fat bike. Donc, le taux d'occupation des hébergements commerciaux a également augmenté, confirmant l'intérêt croissant pour le tourisme hivernal dans la région. C'est ce qui conclut vos actualités matapédiennes de la semaine. Le député de Rimouski-la-Matapédia, Maxime Blanchette-Jonca, relance deux dossiers qui touchent directement les régions, l'avenir des médias locaux et le retour d'un meilleur service ferroviaire dans le Bas-Saint-Laurent. Entre l'accès à une information de proximité et la nécessité de mieux relier nos communautés, il demande au gouvernement fédéral de poser des gestes plus forts pour ne pas laisser les régions de côté. Maxime Blanchette-Jonca, merci beaucoup d'être avec nous. On essaie de te prendre quand tu passes dans la vallée, dans le coin. J'aimerais ça qu'on parle de quelques sujets qui ont été vraiment discutés avec le Bloc québécois dernièrement. Entre autres, l'Octrain. Donc, vous parrainez une pétition citoyenne pour améliorer le service ferroviaire dans le Bas-Saint-Laurent. C'est quoi qui a motivé un peu cette démarche-là? C'est une demande de la population, réellement. Je peux le dire, en témoigner puis le partager. Là. Puis même moi aussi, en tant qu'utilisateur du transport en commun, c'est que là, le train actuellement, le problème à Amqui ou dans Matapédia, voire Sébec, c'est les deux, il y a également Cause-Obscale, les trois gares, c'est que le train passe en plein milieu de la nuit. Donc actuellement, le train part soit de Montréal ou d'Halifax, et puis
il passe juste au Bas-Saint-Laurent en plein milieu de la nuit. Donc là, les gens, pas trop intéressant là, de le prendre quand ça passe en plein milieu de la nuit. Puis l'autre problème qu'on a, c'est qu'il passe 3 fois par semaine. Donc, si c'est pas une bonne journée que tu as besoin de prendre le train, ça te donne pas le goût de le prendre. Puis la pétition demande justement d'avoir un meilleur service ferroviaire qui est fiable, qui est quotidien, ça veut dire à chaque jour, puis également qui est accessible. Puis le fait qu'il passe en pleine nuit puis qu'il passe 3 fois par semaine, c'est pas un service qui est adéquat puis qui répond aux besoins de la population. Puis là, je rappelle aux gens qu'en 2012, avant ça, c'est là qu'il y a eu des changements. Avant, le train passait 6 fois par semaine. Ça donnait plus de chance. C'était quand même pas l'idéal non plus parce qu'il y avait encore aussi les horaires de nuit. Cependant, si je ramène un peu plus loin, parce que c'était la question que des fois les gens peuvent se poser, c'est un service qui existait. J'ai même des gens de la Matapédia qui me racontaient qu'ils partaient le matin, allaient vers Rimouski, revenaient le soir. Puis c'était possible parce que à partir de Rimouski ou puis les autres gares qui est dans le Bas-Saint-Laurent, il y avait 2 trains par jour. 2 vers l'ouest puis 2 vers l'est. Donc ça, c'était possible de se déplacer sur le territoire, même dans la même journée. Puis à l'époque, on avait beaucoup de gens qui l'utilisaient. On avait les données, notamment, c'était plus de 25 000 utilisateurs par année. Sur le réseau, le tronçon, c'était à partir de la gare de Rimouski. Donc cette pétition-là que j'invite la population à signer, évidemment, E7344, facile à trouver, soit sur Google, Internet. On mettra un lien. Le site Internet, Facebook, tous mes médias sociaux que j'ai partagés. C'est fait d'une demande de citoyens, là. Donc, Jérôme Gay, Émile Lévesque, qui sont les citoyens qui ont parti la pétition. Puis moi, je la parraine, mais je sais aussi que c'est un besoin. Puis c'est un service qui existait avant et que là, au fil des années, on a arrêté de le financer adéquatement. Donc là, on a coupé des heures de service, on a coupé des trajets et ça fait en sorte que les gens ont moins utilisé le train. Puis les données nous le démontrent, c'est-à-dire que après 2012, quand on est passé de 6 à 3 trains par semaine, déjà là, il y avait une baisse d'achalandage. Puis même chose, là, quand on remonte à plus loin, il y a plus de 30 ans, les gens l'utilisaient parce qu'il était accessible au moins une fois par jour. Donc là, on a l'espérance que Via Rail remette un train qui va se rendre jusqu'à Gaspé. Je travaille en collaboration avec mon collègue de la Gaspésie, Alexis Deschênes. Et là, le train pourrait partir éventuellement de la Gaspésie puis remonterait vers Québec à chaque jour. Et bon, le lendemain, le train reviendrait sur son trajet. Ça serait possible. Et ce train-là permettrait idéalement d'avoir des horaires de jour. Donc, c'est ça le souhait, qu'on ait un train qui fait du sens, là, qui passe au moins une fois par jour. Puis l'autre chose, qui passe à des horaires plus fréquentables qu'en pleine nuit. Alors, j'invite encore une fois la population à signer puis à prendre part parce que ça va envoyer un message très fort au gouvernement et surtout de rappeler que c'est financé avec nos taxes, nos impôts. C'est avec notre argent des fonds publics, là. Donc, je pense que c'est un besoin qui est nécessaire. Puis surtout, l'infrastructure, elle existe, là. Les rails sont là, le besoin est là. Puis on le sait, ça peut être une solution alternative à la voiture. Oui, parce qu'on parle beaucoup de mobilité durable, de réduction de gaz à effet de serre. Peut-être que le train est une solution qui est trop souvent, disons, négligée ou ignorée. Mais aussi, une autre question qui a rapport à ça. Exemple, les personnes qui ont des rendez-vous médicaux, est-ce qu'il pourrait y avoir des incitatifs peut-être pour dire quelqu'un qui est à Gaspé, qui a un rendez-vous à Québec, à l'hôpital, de dire on vous incite à prendre le train, puis un remboursement, quelque chose? Bon, on ne sera pas de cachette, là. Moi, je vis la réalité. J'habite sur le territoire comme tout le monde. Je le vois, là. Transport aérien est en diminution. Air Canada a plus de vols de desserte régionale depuis juin 2020. C'est un problème. Il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de traitement pour des soins de santé, qui se déplaçaient vers Québec, vers Montréal, vers d'autres endroits pour avoir des traitements. Ça n'a pas été facile aussi dans les dernières années avec Orléans Express, là, Keolis, qui est le transport par autobus. Puis même encore une fois, c'est pas toujours simple. L'autre chose, ben, c'est le train. Une tempête de neige, là, ça va en prendre avant que le train arrête. Donc, c'est un transport qui est adéquat pour une multitude d'usages, que ce soit, encore une fois, des gens qui ont besoin de traitement pour les soins de santé, des gens, des étudiants qui se déplacent sur le territoire, des familles, peu importe là, pour la raison, que ce soit pour affaires, que ce soit pour le loisir, c'est là. Donc, moi, j'en partage là, des histoires, mais plusieurs personnes me l'ont dit. On le prenait avant, c'est juste que là, on ne veut pas le prendre en pleine nuit. Puis aussi, ben, on veut qu'il passe la journée qu'on en a besoin. Puis là, 3 jours par semaine, ça ne fonctionne pas. Dans le fond, ce que vous souhaitez au final, c'est
plus de transport. Donc, on parle de... Est-ce qu'on veut revenir à 6 par semaine? Ouais. Idéalement, on voudrait une fois par jour. Une fois par jour. Ouais. Ce qui est dans les cartons actuellement, on met beaucoup de pression auprès de Via Rail, qui est la société qui gère le train là, par le mandat du gouvernement fédéral. Ça serait ça. T'sais, une fois par jour, il partirait de Gaspé le matin à cette bonne heure et là, il pourrait se rendre jusqu'à Québec. Puis rendu à Québec, là, on va se le dire, c'est beaucoup plus simple. C'est possible de faire une connexion vers Montréal ou après se rendre dans d'autres endroits sur le territoire. Donc oui, la demande, ça serait ça, qui passe à des heures, je dirais dans le jour, là, qui passe pas en pleine nuit comme actuellement, puis qui passe une fois par jour. Je pense que déjà là, ça serait très bien. Et là, dans l'objectif aussi, c'est de moderniser les wagons. Parce que là, le problème qu'on a, c'est que le train qui part de Montréal ou d'Halifax, c'est un vieux train, on va se le dire. Là. Je l'ai pris même dernièrement. Je ne sais pas si j'étais dans une autre époque, là, mais c'est des wagons là, qui existent même. Il y en a des wagons des années 60, 70, 80, 90. Fait que c'est pas jeune. L'autre chose, c'est que c'est ça. Il manque de trains dans la flotte de Via Rail pour pouvoir offrir un train supplémentaire. Donc là, le gouvernement fédéral, on a réussi à mettre de la pression sur le gouvernement, d'avoir du financement supplémentaire, mais c'est dans son mandat. Ça, c'est une chose importante que les gens, je veux qu'ils comprennent. Cette demande-là n'est pas farfelue, là. On paye ça avec nos taxes, nos impôts, mais aussi dans le mandat de Via Rail, c'est de desservir les régions. Puis actuellement, c'est pas ça qu'ils font. Donc là, il faut remettre ça en place. Puis encore une fois, je le dis, c'est quelque chose qui existait avant. C'est juste qu'on a démantibulé le service, la qualité du service, sa fiabilité, puis ça fait en sorte qu'il y a moins de gens qui l'utilisent. Là, maintenant, le gouvernement a dit oui, mais on a moins d'utilisateurs, donc c'est pour ça qu'on offre moins de trajets. Bien, c'est sûr, si tu l'offres 3 jours par semaine, tu vas avoir moins de gens au final. Oui, puis là, on va changer de sujet parce qu'on est serré dans le temps un petit peu. On parle des médias. On a reçu un communiqué de presse concernant les médias que vous dites que la crise des médias touche directement les régions dans le Bas-Saint-Laurent puis dans la Matapédia. Qu'est-ce que ça change réellement pour les citoyens, quand les médias locaux comme ça s'affaiblissent? Oui. Précisément, donc c'est un programme, c'est le Fonds pour les nouvelles locales indépendantes qui est géré par le CRTC. Donc ça, c'est eux autres qui font également la gestion des règles pour la radiodiffusion, les télécommunications, donc la télédiffusion aussi, donc la TV et la radio. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une enveloppe. J'arrondis à 60 millions. Hein, et cette enveloppe-là, sur quelques années, a permis de financer des stations locales. Notamment ici dans notre région, c'est le groupe Interrive là, qui est affilié au réseau TVA, donc CHAU, pour que les gens connaissent bien, là, dans la baie des Chaleurs ou encore ça va jusqu'ici dans la Matapédia. Puis plus dans le coin également, dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup, les Basques, le Kamouraska, le Témiscouata, c'est CIMT. Donc ce sont les mêmes propriétaires. Et eux pouvaient bénéficier de ce fonds-là. Donc, mais le fonds, il s'est ajouté d'autres joueurs parce que le CRTC, eux qui font la gestion, ont permis d'ajouter plus de gens dans l'enveloppe, mais c'est le même montant. Donc, au final, c'est le même montant d'argent, mais il y a plus de monde qui réclame des montants. Donc, ça impacte directement les stations de télévision ici dans la région. Donc, le problème également, ce qu'on a constaté, c'est que les 15 stations supplémentaires, c'est des stations anglophones. Et présentement, le fonds, là, il va à plus de 85 % à un réseau anglophone. Donc, deux choses là-dessus que nous, on dénonce au Bloc québécois. Ça répond plus à des stations qui sont visées sur le contenu anglophone. Puis l'autre chose, c'est le fait que ça va affecter des régions francophones et la télévision en région. Puis je pense que pour la démocratie, c'est important d'avoir de l'information locale, régionale, de savoir ce qui se passe dans notre coin de pays. Puis bien sûr, bien, ce groupe-là est intervenu à la Chambre des communes, au comité du patrimoine. On peut se faire entendre. Puis nous, notre demande, c'est que le gouvernement soit qui bonifie le fonds, parce qu'on ne peut pas avoir le même montant d'argent, mais avec plus de joueurs. Parce qu'au final, qui ça impacte? Les régions, puis surtout le contenu francophone. Donc c'est une mauvaise nouvelle, puis on espère que le gouvernement va agir plus tôt que tard. L'autre chose là-dessus, il y avait le crédit d'impôt pour le contenu journalistique. Là. Donc, c'est fait sur une certaine forme de médias, mais même encore là, sur le plan télévisuel, il n'est pas appliqué actuellement. Donc, c'est une autre chose qui pourrait aider à bonifier, puis on espère qu'ils vont pouvoir
agir rapidement puis aider les stations qui en ont réellement besoin. Puis en fait, pour aider un peu aussi les stations pour avoir plus de revenus, je pense que le Bloc québécois demande notamment d'ouvrir la discussion sur la publicité à Radio-Canada. Pourquoi c'est vraiment important pour les médias locaux? Très important. Regardez, Radio-Canada, c'est payé encore une fois avec nos taxes, nos impôts. Mais là, on ne joue pas à armes égales. Des stations privées, on pourrait toutes les nommer, là, hein, les Bell Media ou encore avec TVA. Ben, eux, ils vivent de revenus publicitaires. Mais présentement, ce qui se passe, on le voit, là, on est pas mal connectés sur nos téléphones intelligents ou sur Internet, mais on voit des grands géants comme Google, comme Amazon, comme Facebook. Eux, ils prennent du contenu publicitaire qui est généré par des médias locaux, exemple la TV communautaire, puis ils diffusent ça sur leur plateforme. Donc là, ils vont générer de l'achalandage, mais ils prennent du contenu qui ne paye pas de redevance. En réalité, là, c'est les géants du web qui vont chercher le contenu local et eux, ben, ils réussissent à faire de l'argent avec quelque chose qu'ils n'ont pas payé. Ouais. Ça fait pas de sens. Puis l'autre chose avec Radio-Canada, pourquoi je fais la parenthèse avec les géants du web, c'est que Radio-Canada, présentement, même s'il y a un soutien financier de l'État avec des taxes, des impôts, puis un financement public, bien, il y a des publicités. Donc là, il reste moins de publicité pour les médias privés, comme j'ai nommé un peu plus tôt, puis également, il y a les géants du web. Là. Donc là, c'est tout un groupe de joueurs qui n'ont pas toutes les règles pour jouer égal. Donc, tu ne peux pas avoir de l'argent du public, puis finalement, tu vas chercher des revenus publicitaires. Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est que le gouvernement revoie les règles du jeu, puis qu'il assure d'aider les diffuseurs qui sont en mauvaise position actuellement. Donc, c'est une demande qui était légitime. Le groupe TVA, notamment, qui est sorti très fort là-dessus pour dire, écoutez, le Radio-Canada prend de l'argent public, puis en plus, un exemple que je vous donne, quand ils vont approcher des entreprises pour offrir de la publicité, bien, eux, ils ont plus de soutien, là, déjà. Là, ils peuvent peut-être battre les prix ou casser les prix pour attirer puis à convaincre ces entreprises-là qui veulent acheter de la publicité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de rééquilibrer les règles du jeu. Puis c'est surtout, c'est de permettre d'avoir une plus grande diversité de diffuseurs puis s'assurer que l'information, qu'elle soit émise avec différents points de vue. Puis on pense que ça ne peut pas juste reposer sur les épaules de Radio-Canada actuellement. En fait, bien, écoute, j'aimerais ça en discuter encore de longue haleine avec toi. On pourrait en faire un balado de 2 heures si on voudrait. Certain. Malheureusement, tu as d'autres occupations, donc je te remercie beaucoup d'être venu nous jaser un petit peu. Puis on va essayer de se rattraper quand tu repasses dans le coin. Toujours un plaisir. À la prochaine. Merci, Maxime. Avec l'arrivée du printemps, plusieurs citoyens se retrouvent avec des branches, des feuilles, d'autres résidus accumulés sur leur terrain après les intempéries de l'hiver. Et même si l'idée de s'en débarrasser en les brûlant peut sembler simple, on ne peut pas faire ça n'importe où ni n'importe comment. Donc, pour faire le point sur les permis de brûlage, les règles à respecter et les bons réflexes à adopter, on reçoit André Véro, qui est chef aux opérations de prévention pour le service d'incendie de la MRC de la Matapédia. André Véro, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Là, on est le printemps, il y a beaucoup de branches qui traînent dans notre course, notre terrain. On a le goût de faire des feux de tout ça parce qu'on veut s'en débarrasser. Mais on peut pas faire ça n'importe quand, n'importe comment. Puis il faut avoir un permis, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? Oui, effectivement, Carl. Il faut demander un permis de brûlage. Ce qu'on fait, c'est qu'idéalement, il faut appeler 24 heures à l'avance pour votre service incendie là, au 418-629-6156 pour demander un permis de brûlage. Puis il y a des choses à respecter, comme la grosseur du feu, c'est 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres. Il y a des distances à respecter, des bâtiments. Faut assurer une surveillance en tout temps, puis on peut pas faire ça là, un peu n'importe comment. Non, c'est ça. Puis il faut toujours aussi avoir un moyen pour l'éteindre proche. Donc, on parlait sur un boyau d'arrosage. Oui, c'est possible. Boyau d'arrosage, extincteur portatif. Puis ce que je dis tout le temps aux gens, si vous voyez que vous êtes parti pour l'échapper, ben faites le 911, puis on va y aller, puis on va l'éteindre là, au lieu que ça dégénère puis qu'il attende un peu trop. Pas de problème. Puis là, on peut pas allumer ça n'importe comment non plus. Hein. On peut pas utiliser un tanké de gaz de 4 roues, pas siphonner le 4 roues, mettre ça dedans. Puis... Non, vraiment pas. Ce qu'on peut faire, c'est si on a de l'écorce, du papier journal, des choses comme ça, okay. on va l'allumer comme ça, mais on peut pas mettre d'accélérant. Puis en passant, permis de brûlage, c'est pour du branchage. Tout ce qui est bois transformé,
on ne donne pas de permis pour ça. C'est vraiment du branchage là, qu'on va avoir là, sur notre terrain, qu'on veut brûler, autre que dans un foyer conforme. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans nos foyers qu'on a chez nous sur notre terrain, avec par étincelle, avec des ouvertures de moins d'1 centimètre, ben, même s'il y a interdiction de feu à ciel ouvert de la SOPFEU, on peut quand même faire des feux dans ces appareils-là, étant donné qu'il y a des par étincelle. Ce que des gens ne savent pas, là. Il y a des choses qui sont interdites en cas d'interdiction à feu à ciel ouvert, comme feu d'artifice, puis ces choses-là, mais pour ce qui est d'un foyer conforme, là, on peut quand même continuer à se faire des petits feux là, dans notre cour avec un foyer conforme. Puis si jamais on ne va pas prendre le risque, le branchage, je pense qu'on peut aller porter ça aussi à des endroits comme l'écosite. Effectivement. Ouais. Effectivement, on peut aller porter ça à l'écosite, puis les autres, ben, ils font chipper là, régulièrement. Là. Parfait. Puis aussi, pour vérifier l'interdiction des feux à ciel ouvert, on va sur le site de la SOPFEU, j'imagine? Oui, exactement. Sur le site de la SOPFEU, vous avez l'indice de feu pour la journée courante. La journée d'après et le surlendemain. Fait que ça vous donne un indice là, de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis des fois, on a l'impression qu'au printemps, ils viennent... La neige vient de fondre, c'est encore humide, tout ça, mais souvent, ben, le foin, la pelouse, c'est pas verdi. Ça fait que ça brûle vite. Là. C'est vraiment impressionnant comment que ça peut brûler vite. Là. C'est mouillé, mais c'est sec. Exact. C'est humide, mais c'est pas vert. Ça non, fait que ça, dans ce temps-là, ça prend plus facilement. Oui, c'est bon. Parfait. Bien, comme ça, si on veut un permis de brûlage, ben, on vous appelle. Puis, exact. On va tout donner les détails. Vous pouvez même faire des surveillances, des fois, un petit peu, aller faire un petit tour, voir si tout est beau. Effectivement, des fois, on fait des petits check-up, comme on dit en anglais, là, pour s'assurer que c'est vraiment conforme là, à ce qu'on a demandé comme puis en plus, ça permet aussi une intervention plus rapide, hein, je pense qu'on disait tantôt. Oui, ben c'est ça. Nous, quand les gens nous appellent pour un permis de brûlage, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un avis à Centrale 911. Si jamais des passants verraient quelque chose, pensent que ça peut être dangereux, ils appellent le 911, ben le 911 est au courant qu'il y a un permis de brûlage de délivrer pour cette adresse-là. Au mieux du mieux, il y a juste un véhicule là, de l'état-major qui va se rendre sur place pour valider que tout est conforme. Puis ce qu'on parlait aussi, là, c'est qu'il faut assurer vraiment une surveillance de notre feu. On peut pas l'allumer, puis après ça, on s'en va, là, puis il faut vraiment le surveiller tout le long là, qui brûle. Là. Puis aussi, quand on vient pour l'éteindre, parce qu'on surveille, mais à un moment donné, peut-être que le feu prend plus de temps à brûler qu'on veut, puis on veut l'éteindre pour pouvoir aller se coucher ou quelque chose. Y a-t-il des trucs à respecter? Y a-t-il des petites astuces pour ça? Ben, idéalement, là, après que le feu s'est éteint, on devrait rester un petit bout là, pour s'assurer que vraiment que notre extinction qu'on a fait était correcte, puis que ça ne pourra pas rallumer. Là, mais c'est parce qu'il y a des fois, il y a plus de feu, mais il y a encore des braises. Oui, exactement. C'est pour ça que des fois, on met un petit peu d'eau, on brasse un petit peu, on met de l'eau, puis on brasse ça. Puis généralement, là, c'est correct. Parfait. Fait qu'on fait pas juste arroser, on brasse aussi. Oui, on peut brasser ça un petit peu. Super. C'est bon? Mais merci beaucoup, André. Merci. Toi, Carl. Et même si le sujet n'a pas été abordé directement dans l'entrevue, c'est important de rappeler que les mégots de cigarettes sont aussi une source bien réelle d'incendies. En moyenne, ils seraient responsables d'environ 80 incendies forestiers chaque année. Alors que ce soit à la maison, sur la route ou en forêt, on prend le temps de bien éteindre son mégot. Et idéalement aussi, on peut utiliser un contenant qui est prévenu à cet effet. Donc, un petit geste simple qui peut éviter de gros dommages. Lors du dernier conseil municipal de la ville d'Amqui, un nouveau règlement a été adopté concernant les limites de vitesse dans la ville. Donc, nous avons rencontré la mairesse, Mme Sylvie Blanchette. Bonjour, Mme Blanchette. Lors du dernier conseil municipal, il a été parlé de réduire, en fait, les limites de vitesse dans la ville d'Amqui. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Bon, d'abord, lors du dernier conseil, c'était l'adoption, parce qu'on a d'abord, c'est un règlement, parce que la vitesse, c'est régi par règlement. Donc, on avait d'abord fait dans les réunions en amont un avis de motion. Ensuite, les gens qui n'étaient pas d'accord pouvaient aussi se présenter ou émettre des commentaires. On n'a eu aucun commentaire. Donc, à la séance du 20 mai, c'était l'adoption finale à ce moment-là au niveau du règlement. Mais il faut dire que même si on a fait la résolution pour l'adoption, ça va être en vigueur vraiment à partir du 1er juillet. Donc, les rues de la ville qui sont à 50 km passent à 40 km. Et ça, c'est-tu quelque chose qui se parlait déjà au conseil depuis longtemps ou c'est assez récent?
Bien, c'est quelque chose qu'on a déjà dans le passé, c'est que les gens, on avait beaucoup de plaintes d'abord pour la vitesse qui puisse passer dans les différentes rues de la ville. Donc, on avait déjà parlé dans les années antérieures et c'est ça, on voyait que c'était quelque chose qui diminuait pas la vitesse. Les gens nous demandaient de faire quelque chose, on nous demandait même des fois l'installation de dos down. On a installé des dos down à des endroits, sauf encore là, c'était pas ça qui était la solution, parce qu'un dos down, souvent, les utilisateurs de voitures, c'est qu'après qu'ils ont traversé le dos down, bien là, ils pèsent après ça pour gagner de la vitesse. Donc, c'était pas mieux. Quelques mètres après, il allait encore plus vite. Et aussi, le dos down, c'est quand même très bruyant aussi pour, un camion qui passe ou une voiture qui a une petite remorque d'attacher à l'arrière. Ben ça fait zing-zing, fait que c'est très, très bruyant, fait que c'est pas vraiment plaisant aussi. Donc, c'est pas ça qui était la solution idéale, le dos down. L'hiver aussi, les dos down, là, c'est, bon, au niveau du déneigement, tu peux pas, on en voit qu'il y en a qui en mettent à des endroits puis qui les enlèvent l'hiver. Donc, on a discuté, le nouveau conseil aussi, justement, on a discuté et on est venu à une entente unanime que, bon, on y va pour, encore, comme je dis, les citoyens continuent à nous le demander. Fait qu'on ne commencera pas à cibler une rue, puis une autre rue, puis une autre rue. C'est mettre un 40 km là, puis un 50 là, en même temps pour que ça soit aussi au niveau de la Sûreté du Québec, parce qu'on veut la collaboration de la Sûreté du Québec pour faire respecter cette nouvelle limite de vitesse. Fait que c'est là que la décision a été prise que ça allait être 40 km partout, c'est que c'était déjà 50 km. Mais il faut dire aussi qu'on est allé voir comment ça se passe ailleurs. Tu sais, je veux dire, on est capable d'innover, de créer des choses, mais en même temps, on veut voir, bon, ben comment ça se passe. Montjoly l'ont déjà fait, ça fait déjà longtemps. Beaucoup de municipalités où est-ce que j'allais, puis c'était déjà à 40 km. Et ça résout quand même en partie le problème. Parce que 50 km, si tu vas 60, souvent, tu n'auras pas de billet d'infraction, mais à 40 km, si tu vas 60, là, tu vas avoir un billet d'infraction parce que l'écart est quand même très grand. Donc, on voyait qu'ailleurs, c'était de plus en plus la tendance. Donc, nous, on était rendus là aussi pour aller avec notre 40 km qui va être affiché prochainement, mais pour être effectif 1er juillet. Il y a quand même quelques, disons, rues principales, chemins principaux, en fait, qui sont exemptés. Donc, c'est vraiment juste les rues résidentielles. On parle de, mettons, boulevard Saint-Benoît, la route 195. Vous nous parlez un peu de qu'est-ce qui va rester 50 quand même? Bon, tout ce qui est sous, je te dirais, la responsabilité du ministère des Transports. Donc, boulevard Saint-Benoît, justement, la route 195 Nord, 195 Sud, la route aussi pour se diriger vers Saint-Irène, que ce sont des routes, la rue d'Auteuil, en fin de compte, ce sont des routes sous la responsabilité du ministère des Transports. Fait que ça, c'est eux qui doivent régir cette partie-là. Nous, tout ce qui est les rues, par contre, au niveau des zones scolaires, comme on parle de où est l'école Caron, ça reste, c'est du 30 km. Les zones scolaires sont à 30 km, ça va rester à 30 km, mais toutes les autres rues, au niveau du périmètre urbain, vont diminuer de 50 à 40 km. Ça, c'est comme ça que ça va se passer. Nos affiches de signalisation sont déjà commandées aussi, parce que c'est vers là qu'on s'en allait. Fait que nos affiches de signalisation vont être installées graduellement. Comme je vous dis, pour que le 1er juillet, là, on demande à la Sûreté est déjà informée aussi. On les a informés que c'est vers là qu'on s'en allait. Puis, on va avoir leur collaboration. Est-ce que c'est déjà de quoi qui est établi beaucoup, on a déjà parlé, mais qui est établi déjà dans beaucoup de villes là, dans le Québec? Beaucoup de villes dans le Québec. Tu sais, comme je te dis, même ici, proche de Montjoly, j'ai quand même eu un message cette semaine d'un citoyen qui me disait que Sherbrooke avait voulu le faire puis qu'il avait reculé. Mais je suis allée voir encore ce matin sur le site de la ville de Sherbrooke, parce qu'hier, on passait à la résolution.
Puis au contraire, Sherbrooke, c'est ça, c'est dans les cartons. Puis ce qu'ils disent sur leur site, c'est qu'ils le font. Ils sont en processus pour aussi mettre ça en fonction, que ça soit 40 km. Fait que les villes parlent de 40 km. C'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Et ce qu'on espère, c'est que les gens vont, à ce moment-là, respecter cette vitesse-là. Merci beaucoup, Mme Blanchet. Mais merci à vous aussi. Saint-Tarcisius s'apprête à souligner son 100e anniversaire avec une grande fin de semaine de festivités du 13 au 16 août 2026. Donc, les spectacles, des activités familiales, expositions, repas communautaires, des parades, des feux d'artifice, des loteries. Donc, ce sera au programme pour rassembler la population, les anciens résidents et les visiteurs. Pour en parler, on reçoit Linda Morin, qui est impliquée dans l'organisation du centenaire de Saint-Tarcisius. Madame Morin, merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler du 100e de Saint-Tarcisius. Qu'est-ce que ça représente pour un petit village comme Saint-Tarcisius, là, de souligner le 100e là, comme ça? Bien, en fait, c'est un moment de retrouvailles. Ouais. Les personnes qui sont à l'extérieur depuis X années, souvent sont partis à 17-18 ans pour aller travailler à l'extérieur, sont restés à l'extérieur, mais la source est là. Et les retrouvailles, c'est important. De revoir les anciens, puis de rassembler les familles aussi, parce que des fois, le monde ne va pas nécessairement venir voir leur famille aussi souvent qu'ils le voudraient, là. Ouais. Fait que probablement que ça leur permettra de voir leur famille aussi et de nous voir, nous autres. Donc, dans la programmation, on sent qu'il y a un gros mélange de musique, il y a des activités familiales, il y a de l'humour, il y a des repas, de l'exposition, des traditions. Donc, c'était important d'avoir quelque chose, dans le fond, pour tous les âges aussi qui... C'était très important parce qu'on s'entend que les personnes qui vont descendre, les familles qui vont descendre, on ne laissera pas les enfants de côté. C'est important qu'il y ait quelque chose accrocheur aussi pour eux autres, dont les jeux gonflables qu'on a pour les plus petits. La chasse au trésor pour les 4 à 9 ans, je pense. J'ai pas l'âge exact, là. Ouais. Mais, tu sais, moi, je trouvais que c'était important de rejoindre tout le monde, là. Pour aller chercher les expats, on va dire. Ceux-là qui sont partis de la maison ben oui, à l'extérieur, ben oui, puis qui reviennent voir la famille. Avec les enfants, avec les petits-enfants, c'est important. Si on fait un petit peu les grandes lignes de la programmation, parce que je sais que c'est quand même assez chargé, c'est une grosse programmation. Est-ce qu'on peut parler un peu? Ça commence le jeudi, le 13 août, puis ça se termine, dans le fond, le dimanche, le 16 août. Le 16, oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des points forts un peu de ces journées-là, de la programmation? En fait, le jeudi, c'est le laser tag et le bingo. Laser tag, le temps que les parents vont jouer au bingo, les enfants vont jouer au laser tag. On a essayé de faire un peu notre programmation là-dessus pour que si les parents sont occupés à quelque part, que les jeunes soient occupés ailleurs. Okay. Comme on a un rallye auto pour les adultes, mais on a une chasse au trésor pour les enfants. OK. Fait que si ça leur tente pas, il fait chaud, ça leur tente pas d'être en voiture, ils vont être occupés. Puis le vendredi, on a tout tas d'activités, on a un pique-nique, on a des courses de boîtes à savon. Est-ce on peut faire le tour un petit peu des grandes lignes? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Le pique-nique familial s'adresse à tout le monde. Tout le monde amène son repas et on se rassemble sous le chapiteau. Parfait. C'est pour la famille, c'est pour le début des festivités. Oui. Le monde se rencontre. Oui. Ensuite, on a la course de boîte à savon qui, elle, demande une inscription à l'avance pour avoir les règlements des boîtes à savon, la fabrication. OK. Excusez. Et l'inscription de 5 $. OK. Il y a une personne responsable à contacter au besoin qui est Simon Roussel au 418-631-4132. Okay. Ensuite, on a les jeux gonflables qui vont être là toute la fin de semaine. Ouais. On a l'ouverture officielle qui va se faire à 16 h. Sur le terrain, on va avoir toute la fin de semaine un service de restauration qui est la cantine mobile La Paysanne. Ah, OK. On va avoir une crème molle qui va être là aussi, les plaisirs glacés de Cosa Piscale. Oui. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, le popcorn pour les enfants. ça va être sur le terrain toute la fin de semaine. OK. Ensuite de ça, en soirée, c'est ça. Le vendredi, c'est notre soirée plus country. OK. Avec Manu Chaud.
et la grand-messe, qui est un hommage au cowboy fringant. Entre les deux, il va y avoir les feux d'artifice pour cette soirée-là. En fin de soirée, le vendredi et le samedi, il va y avoir le DJ. OK. DJ, je me rappelle pas de son nom. DJ Pop. Pop, ouais. DJ Pop. DJ Pop, oui. OK. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui aiment ça veiller tard. Oui, c'est ça. Après les shows, là, Ouais. le DJ va embarquer, je pense que jusqu'à 2h ou 3h du matin. OK, c'est bon. Oui. Ensuite de ça, le samedi et le dimanche, on a des déjeuners OK. qui sont offerts. C'est ouvert à tous aussi, là. Les prix sont différents. Les 0,5 ans, c'est 5 $. Les 6-10, c'est 10 ans. Et 11 ans et plus, c'est considéré comme un adulte, 20 $. OK. On a une chasse au trésor qui va se faire sur le terrain de Balmol pour les enfants, justement, que les parents vont aller faire le rallye auto. OK. Bon, fait qu'on peut les... Oui, on peut les dispatcher. Il y a l'exposition artisanale qui va être toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine. le samedi et dimanche. Le samedi et dimanche, oui, au gymnase de l'école. OK. On avait un marché nomade qui était annoncé. Malheureusement, on est obligé de le canceller par manque de participation ou OK. pas de mauvaise volonté, mais c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est impossible. Ça fait que, on a une partie de balle molle amicale. C'est pas un tournoi, c'est vraiment une partie de balle molle amicale. Les inscriptions se font auprès de Simon Blanchette, que je n'ai pas le numéro de téléphone. Mais on va suivre la page Facebook et les réseaux sociaux pour tout aller. Oui, les informations vont être là. Ouais. Après ça, on a un concours de tarte aux pommes. Ah oui? Oui, on a un concours de tarte aux pommes. Wow! Ça aussi, ça prend les inscriptions à l'avance. Il n'y a pas de prix d'inscription. OK. Le prix d'inscription, il faut que les participants amènent 3 tartes. Il y en a une qui va être jugée et les 2 autres vont être vendues à l'enquête. OK. Les profits vont rester pour le centenaire. Présentement. Ouais. Ensuite, on a un souper méchoui. Ça, je pense que c'est assez accrocheur, un souper méchoui. Tout le monde aime ça. Oui, c'est ça, c'est ça. On a un souper méchoui qui va être suivi du spectacle de J.F. Otis. Oui. Et ensuite, ça va être Alter Ego. OK. Et notre DJ Pop. OK. Alter Ego qui donne un très bon spectacle. Oui. Ben, ils vont être... souvent dans la région. Là. Ils vont être encore... Ils vont être en juin et en juillet dans la région aussi. Oui. Oui. Ils sont très en demande. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Fait que je pense qu'on a fait un bon choix. Ils sont demandés partout. Oui, c'est ça. Le dimanche, on a le déjeuner. On a la messe au chapiteau. OK. Ensuite, il y a le marché nomade, on n'en a pas. L'artisanat encore à l'école. On a une parade. OK. Avec des vieilles voitures? On a une parade de vieilles voitures, mais avec aussi les chars allégoriques. OK. S'il y en a qui veulent construire des chars allégoriques, ils peuvent s'inscrire auprès de Daniel Paquette. OK. Puis c'est lui aussi qui va s'occuper pour les vieilles voitures. Après la parade, il va y avoir une exposition de vieilles voitures. OK. Ceux qui se seront déplacés pourront exposer les vieilles près voitures. Du chapiteau? Oui, c'est pas très loin. Non. Ouais. C'est vraiment dans la même rue, là. Oui. Ouais. Et, c'est ça, l'exposition. On a aussi... après ça va finir par notre fameux tirage. Oui, la loterie. Oui. Parce qu'on va en parler aussi. Il y a la loterie qui attire beaucoup d'attention. Donc, on a une voiture à gagner, un Chevrolet Trax 2026. Oui. C'est comment est née un peu l'idée de sortir cette loterie-là? Parce que c'est quand même un gros prix. Là. C'est un gros prix. C'est que nous, à Saint-Narcisse, on n'a pas de salle communautaire. Mm-hmm. On ne pouvait pas faire de levée de fonds vraiment longtemps, pas longtemps à l'avance. On ne pouvait pas en faire du tout. Là. On n'a pas de salle communautaire pour faire des repas. Donc, ça nous prenait quelque chose qui allait rapporter puis qui était accrocheur. Puis c'est pas avec un ensemble patio que tu vas vendre ça fait qu'on s'est dit, hey, une voiture. Oui. La voiture, en fait, le gagnant, il a le choix entre la voiture ou 25 000 en argent. OK. S'il choisit la voiture, il peut la prendre la couleur qu'il veut. OK. Elle est clé en main. Il y a les immatriculations et les assurances à payer. Okay. C'est tout. Le reste va être payé. Et
s'il en veut un autre modèle, ben il paiera la différence, mais ça, il n'y aura pas de problème. Là. Tu sais, c'est pas coulé dans le béton. Nous, c'est la voiture qu'on offre. C'est la voiture qu'on offre, oui. Okay. Ensuite, on a un vélo électrique. Oui. On a un crédit voyage et 2 certificats cadeaux d'épicerie. OK. Sur le même billet. OK. Ça fait que c'est une chance sur 1000 de gagner un de ces prix-là. OK. On a seulement 1000 billets en vente. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Est-ce que la vente se déroule quand même bien? La vente se déroule bien. Ouais. Oui, la vente se déroule bien. On en a encore. Ouais. Faites vite. Oui, c'est bon. Et si on va acheter un billet aussi, donc on a un numéro de téléphone. Oui, vous pouvez me rejoindre moi. Ah, OK. C'est vous qu'on appelle? Oui, au 418-631-4766. Parfait. Ou un membre du comité organisateur aussi. OK. Puis là, une programmation comme ça, un gros centenaire comme ça demande des bénévoles. Ça demande aussi des partenaires un peu. Là, je pense que vous êtes encore à la recherche de bénévoles. On est encore à la recherche de bénévoles. On en a, mais on n'en a jamais assez. Oui. Oui, des activités pour les jeunes, pour les plus vieux, là, c'est des activités en même temps. Il faut qu'il y ait des grands qui surveillent les jeunes. On en a. Oui, ça va en prendre beaucoup sur le terrain. Ça en prend aussi pour monter les chapiteaux et démonter les chapiteaux. Ça en prend beaucoup. Ça en prend pour faire le ménage du terrain dans les soirées. Nettoyer les toilettes chimiques, ça en prend partout, là. OK. Ça en prend partout. Ça en prend au bar, ça... à la journée. Oui. Mais, c'est ça. Oui, on en a, mais... Okay. On a de la place encore en Et si on veut s'impliquer, encore là, on vous appelle vous? Oui, pas de problème. Super. Moi, mon téléphone est accroché après moi quasiment là. C'est parfait. Puis vous avez des partenaires probablement pour ce centenaire-là parce qu'il faut avoir des fonds, des sous pour pouvoir faire un bel événement comme ça. Est-ce que vous voulez en nommer une couple là, pendant qu'on a la visibilité? Oui, on a notre partenaire officiel qui est Tommy Guérette, Transport Tommy Guérette. OK. C'est notre partenaire officiel. On a... André Roy, électricien. OK. On a la Desjardins, on a la MRC, on a la municipalité, c'est bien sûr. Cédrico, Select Hotel, dans les plus gros que je vous dis, là, parce que je les connais pas toutes par cœur. On a la Sèvre, on a Excavation Air Rio. Maxi, on a aussi les 2 paliers de gouvernement. OK. Qui sont, puis... ça les prend parce que ça, on les a pas. On fait rien. C'est ça. Ouais. On fait rien. C'est bon. Fait comme ça, on va surveiller ça de près. Si on veut avoir plus d'informations, j'imagine, il y a la page Facebook 100e Saint-Tarcius. Oui. Il y a la page Facebook. Il y a, s'il y en a qui veulent avoir de l'information, ils peuvent toujours me rejoindre 418-631-4766 sur n'importe quoi. Là, moi, je pourrais les renseigner, les diriger au besoin. Okay. Parce que ça marche avec des bracelets, pour la fin de semaine? Oui, pour la fin de semaine, c'est des bracelets. Nos bracelets sont en vente jusqu'au 30 juin à 35 $ pour la fin de semaine. Ça comprend les spectacles de soir. Okay. C'est surtout ça, parce que le reste, c'est pas nécessairement coûteux. C'est 35 $ pour la fin de semaine jusqu'au 30 juin. Après, ça va être 45 $. Okay. Mais si un soir, vous ne pouvez pas venir ou vous prévoyez venir juste un soir, c'est 25 $ du bracelet. OK. Pour la soirée. Puis si on va aller se déplacer pour aller en acheter un, c'est où? Moi, le monde m'appelle, je les prépare. Oui. OK. Puis, ils peuvent payer par virement aussi. OK. Par virement bancaire. Super. Tout ce qu'on offre, de toute façon, là, que ce soit les promos, les billets de repas. C'est vrai, les billets de repas, on n'en a pas parlé, mais les déjeuners sont à 20 $. On parle toujours pour adultes, 20 $. Et les 2 déjeuners, chacun, et le méchoui est à 40 $. OK. Mais si la personne prend ses 3 billets en même temps, au lieu de coûter 80, il va coûter 70. Ah, quand même. On sauve un petit peu de sous. Un petit peu. Super. Parfait. Fait comme ça, on vous contacte pour avoir plus d'informations. Ben oui, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Parfait. Merci beaucoup, Madame Morin. Merci. Dans le cadre de l'exposition agricole de la Matapédia, la salle communautaire d'Amqui prendra des airs de plancher de danse country pop avec une activité assez ambitieuse. Donc, 12 heures de danse en ligne de 13h à 1h du matin. Une journée festive accessible aux débutants comme aux habitués, donc animée par des DJ et des professeurs invités. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui donc Tracy Saint-Amand de Rustique qui est derrière l'animation de cette grande activité rassembleuse.
Précis, Caroline, merci beaucoup de nous recevoir ici. C'est venu d'où l'idée de proposer un 12 heures de danse en ligne comme ça? Hein? Bien, mon Dieu, moi, je dansais à Rimouski, j'allais faire des cours à Rimouski. Fait que, tu sais, on faisait quand même 1h15 à y aller, 1h15 revenir pour aller faire des cours. On allait aussi le samedi danser pour les soirées. Puis, il y a des gens qui, tu sais, je postais des stories, puis les gens me disaient, mais c'est où ça? On veut ça à Rimouski. Je suis comme, c'est à Rimouski, tu sais. Fait que c'est comme ça, depuis en aiguille, que les gens me le demandaient. Puis j'ai comme, il y a peut-être de la demande, tu sais. Fait que j'en suis lancée. Tu allais voir c'était des 12 heures de danse en ligne. Mais au début, c'est les cours, dans le fond. Ça fait 2 ans. Oui, 2 ans que je donne des cours. Puis, tu sais, l'idée du 12 heures, c'est on arrivait, parce qu'il y en a en Beauce beaucoup, à Québec, à Montréal aussi. La Pocatière. La Pocatière, il y a beaucoup de 12 heures, puis c'est souvent au profit d'un organisme. Puis c'est en revenant d'un événement comme ça que dans le tour, on s'est dit, hey, quoi on ferait pas? Une idée folle, on aime ça. Fait que ça a sorti. Ouais. Super. Pour les gens qui ne connaissent pas Rustique, là, est-ce que tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que vous faites? Bien, on fait des cours de danse en ligne de ultra débutant jusqu'à intermédiaire. Fait qu'entre les deux, il y a débutant et novice. Fait qu'il y a comme 4 niveaux. Et tout récemment, on a commencé des cours partenaires aussi. Fait qu'en couple autour de la piste de danse pendant qu'il y a des gens qui dansent dans le milieu. Et c'est toutes les soirées avec ça. Les soirées qu'on fait, oui. On fait des soirées une fois par mois dans l'année. Puis dans l'été, là, je vais en faire plus souvent aux 2 semaines là, qu'on dans les écoles. Pouvoir pratiquer. Dans les écoles aussi, oui, durant l'année scolaire. Dans les écoles, l'heure du dîner, on y va souvent dans les polyvalentes. Primaire, moins, là, mais vraiment les polyvalentes. Mm-hmm. On a donné des cours aux adultes aussi avec la classe adaptée. Okay. Des événements dehors, l'été aussi. Oui, là, ça se book beaucoup, les événements pour l'été. Là, on va être très occupés. Moi, j'imagine aussi des mariages, quelque chose comme ça. Donc, pas encore. Attends, non. Ça serait intéressant. La Saint-Jean. Là, aux gens qui nous écoutent. Oui, on va être à la Saint-Jean-Valbriand, on va être à Frolic aussi. Saint-Vianney. Saint-Vianney au centenaire. OK. Puis en fin de semaine, on s'en va au Chameau à Matane animer une soirée aussi. OK. Au bar. Oui. Pendant les 12 heures de danse en ligne, les participants peuvent un peu s'attendre à quoi comme ambiance musicale? En fait, c'est vraiment country pop. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on appelle, autant du country que des chansons récentes, populaires. À quoi s'attendre? Bien, on a contacté les profs comme moi, dans le fond, un peu partout autour ici. Fait que ceux de Rimouski, de Montjoly, de Capleton, de Bonaventure et quelques autres d'autres, là, dans le fond. Puis on va s'alterner l'animation. Fait que... Il y aura 1h30, 1h45 chaque. Ouais. C'est vraiment la rechercher un peu l'équipe de tout le monde, puisque tout le monde aime danser un peu partout. C'est ça. Fait que ça va être quand même très varié. Donc, c'est une activité qui est présentée pour les danseurs habitués ou quelqu'un qui est vraiment novice ou même qui admet qu'il n'a jamais fait? Ultra débutant. De ultra débutant parce qu'au début de chaque animation, on va montrer une petite danse facile pour que tout le monde puisse réussir à danser durant la journée. Super. Tout le monde doit y trouver son compte. Dans l'application, on parle de DJ, excusez-moi, des profs invités aussi. Mm-hmm. Comment ça va se dérouler un peu l'animation? En fait, on a parlé un petit peu, donc ça... Oui, c'est ça. Ça va être 1h30 à peu près chaque, là, qu'on va s'alterner ça de 1h à 1h. OK. Ouais. Est-ce que les gens doivent arriver au début à 13h ou ils peuvent entrer, sortir comme ils veulent? Ils peuvent entrer, sortir comme ils veulent, comme ils peuvent être là 12 heures s'ils veulent faire 12 heures de danse. Ouais, nous, on risque d'être là tout le long. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont proposés de faire les 12 heures de danse en ligne complète? Bien, c'est sûr qu'il faut qu'on arrête pour aller boire, faire pipi, manger un petit peu, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont proposés pour faire les 12 heures? Bien, c'est sûr qu'il y a des craqués qui vont le faire. T'sais, on ne prend pas les inscriptions d'avance, on ne peut pas vraiment le savoir. Je pense qu'on a une belle... Mais on a une gang de craqués, c'est que je suis pas mal sûre qu'ils vont le faire. Ah oui? Est-ce qu'il y a des gens que tu leur as donné des conseils pour réussir à passer à travers ce marathon de danse? Bonne idée de vidéo. Oui, une bonne idée de contenu. Des bons souliers. Mais des bons souliers, assurément. Puis de l'eau. Avec ça. Protéiné. Oui, pas obligé de sortir manger. La danse en ligne, elle semble vivre un beau regain de popularité un peu. Est-ce que depuis quelques années, est-ce que tu as une. Ben, en fait, vous, est-ce que vous avez une théorie qui explique cet engouement-là? Mais c'est rassembleur. Ouais. Ça va chercher beaucoup les gens, ça crée des belles amitiés, ça permet de bouger en ayant du plaisir. Fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est bien populaire. Puis c'est populaire sur TikTok. Fait que... Et aussi peut-être que la danse était associée beaucoup au country pur et dur, mais finalement, la danse en ligne, ça prête à d'autres musiques. Tout le monde. Ça touche vraiment tout le monde. Oui. Tu sais, c'est plus du country, du vieux country que nos grands-parents écoutaient. Là. C'est du new country souvent.
Il y en a des chansons un petit peu plus vieilles, mais c'est un peu moins notre genre. Ce qu'on écoutait dans les bars à notre temps, c'est encore là aussi. Oui, c'est ça. Puis pour terminer, pour les gens qui veulent participer, on en a parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a un coût? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça marche? Dans le fond, il y a pas C'est quelle date? On veut tous les détails. Dans le fond, c'est le 13 juin, c'est à la salle communautaire. Il n'y a pas d'inscription. Dans le fond, c'est l'entrée sur le site de l'expo qui permet l'accès à la salle communautaire pour venir danser. OK. Donc, il n'y a pas de frais. Libre accès de l'expo. Parfait. Les gens peuvent acheter le billet d'avance, je pense. Oui, en ligne. Ils sont en ligne. Oui. Super. Fait que nous sommes sur le stand quand on a Oui, ça. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. La 30e rencontre du Printemps du Rosec s'est tenue récemment à Petite-Vallée, rassemblant des diffuseurs de spectacles de partout dans l'Est du Québec pour parler de l'importance de ce réseau, de la circulation des artistes en région et de ce que ça représente comme une salle comme Jean Cossette d'Amqui. On reçoit Michel Coutu, qui est directeur de diffusion Mordicus. Michel, c'était la rencontre du Printemps du Rosec dernièrement, donc c'était du 11 au 14 mai dernier. Pour commencer, c'est quoi exactement cette rencontre-là? Bien, la rencontre du Rosec, le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec, on est 32 diffuseurs et on a 2 rencontres annuelles, c'est-à-dire celle de l'automne qui se passe à Rimouski et celle du printemps qui se promène de région en région. Cette année, on est en Gaspésie du côté du village en chanson plutôt, de Petite-Vallée. Et la rencontre du printemps, c'est vraiment une rencontre qui est axée sur l'être humain, d'être ensemble, d'échanger sur nos réalités. Évidemment, on a quelques vitrines. Les vitrines, c'est 20 minutes de spectacle où l'artiste va aller se vendre à nous autres. Mais il y a beaucoup moins d'artistes et d'agents dans cette rencontre de printemps. Comme je le disais, c'est beaucoup plus axé sur les conférences, sur les formations, sur être ensemble et échanger justement ce qui se passe dans nos salles, les bons, les mauvais coups. Donc, c'est vraiment ça la rencontre de printemps. C'est quoi les enjeux qui ont ressorti donc à ce moment-là pour les salles en région? Bien, en général, c'est vraiment le financement, l'augmentation des coûts, autant des cachets, du déplacement des artistes, la difficulté justement à amener les artistes en région. On sait que l'aide à la tournée qui est donnée par la SEDEC ou la SOCAN est pas tout le temps au rendez-vous même du côté du Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, c'est vraiment les enjeux principaux. Et on a aussi axé beaucoup sur le rôle des conseils d'administration auprès des organismes aussi. Tu sais, nous, on dit toujours, parce que c'est la réalité, le succès d'une programmation de spectacle ne repose nécessairement pas sur des chiffres. Donc, si la programmation est belle, si la direction artistique elle est bonne, ben habituellement, des fois, les conseils d'administration ou la comptabilité va se reposer sur les chiffres de fin d'année, mais ça ne repose pas exclusivement sur les chiffres, une bonne programmation artistique. Donc, on a échangé beaucoup là-dessus aussi, le rôle des conseils d'administration versus le personnel que dans les salles, les directeurs artistiques, les directeurs généraux. Donc, on a échangé là-dessus, mais en gros, je te dirais, c'est vraiment le financement qui nous préoccupe là, d'année en année. Puis quand on est dans une salle en région comme Amqui, c'est quoi, qu'est-ce que l'appartenance au Rosec, là, ça permet de faire là, qu'on ne pourrait pas faire tout seul? Ben, c'est d'avoir les meilleures tournées, les meilleurs artistes, parce que le Rosec, ça le dit, c'est le réseau. Donc, nous, lorsqu'il y a un artiste qui présente un nouveau spectacle, et on sait que, bon, ici, on reçoit 90% des artistes du Québec ici à la salle. Ceux qui ne passent pas ici, c'est soit que il n'y a pas beaucoup de dates de tournée, ou que les décors n'entrent pas dans la salle, n'entrent pas sur le plateau. Donc, ce qui nous permet c'est la force du réseau. Lorsqu'on se présente et on réserve un artiste, parce qu'on a beaucoup de rencontres de programmation dans l'année, donc lorsqu'on fait une offre à un artiste, ben, il peut décrocher entre 5 à 15 représentations. Donc c'est là la force du réseau. Et Amqui, nous, on est centralisé. Donc on peut travailler avec Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski, Amqui, ou faire une tournée avec Amqui, Matane, New Richmond, Saint-Anne-des-Monts. Donc, les gens viennent se rattacher à nous autres. Et bien des fois, c'est moi qui vais partir la tournée pour dire, écoute, je veux tel artiste. J'ai pris contact, voici les cachets, on envoie ça au réseau parce qu'on a un service. Le Rosec aussi a son bureau à Rimouski. Donc, on a un service de programmation. Il y a 2 personnes qui s'occupent de la programmation à temps plein. Donc, on envoie les offres, c'est distribué. On va contaminer
les gens qui sont autour de nous autres, les autres diffuseurs. Donc, ce qui fait qu'on a des belles tournées et qu'on s'assure que les artistes passent ici à Amkoui. À quelque part, ça fait-tu aussi est-ce que ça enlève un peu un poids aussi aux organismes et aux salles de spectacle en région parce que c'est tout négocié, pas tout, mais c'est en partie négocié par le ROSEC, donc ça fait une ressource peut-être de moins qui est nécessaire. Au niveau du service de programmation, je te dirais ça agit beaucoup en tant que chien de garde. C'est-à-dire que lorsque moi, ici à la salle Jean Cossette, annuellement, on est entre 60 et 70 spectacles, mais quand on prend Rimouski, à 125, 130, 140 spectacles, New Richmond, c'est la même chose. Ben, ils ont besoin d'une mémoire qui va leur dire, ben écoute, c'est tel cachet, c'est telle condition. Donc, c'est à ça que le ROSEC plutôt va servir à ramasser toute l'information et c'est de la métadonnée qui est partagée entre diffuseurs. Nous, ensuite, on va piger dans nos différentes plateformes pour finir nos programmations. La rencontre a aussi servi au lancement du réseau d'été 2026, mais qu'est-ce qui explique que Diffusion Mordicus, en fait, n'en fait pas partie cette année? Bien, Diffusion Mordicus, je crois que ça fait la 3e année qu'on ne fait pas partie du réseau d'été. On était dans les premiers, si je remonte, là, moi ça fait 35 ans que je suis ici, là, je remonte une trentaine d'années. On était dans les premiers à adhérer au réseau d'été de spectacle. Pourquoi on a laissé tomber? C'est qu'il y a beaucoup trop d'événements dans la vallée. Il n'y en a pas beaucoup trop. Il y en a pour tous les goûts. Et il n'y a plus de place pour des artistes qui viennent en salle en plein été. Les gens ont le goût d'être à l'extérieur. Les artistes émergents vont se produire dans des différents spectacles qu'on a dans les différents festivals. Il y a des spectacles un peu partout. Donc, nous, c'était plutôt dans les dernières années déficitaire. Donc, on s'est dit, arrêtons l'été. On n'est pas le seul diffuseur qui faisons ça. Et ça nous permet aussi de donner un break à toute l'équipe technique puis toute l'équipe du bureau aussi. C'est un beau problème à quelque part. Oui, c'est un beau problème à quelque part et ça permet aux autres justement de faire d'autres spectacles, soit en humour ou en chanson. C'est vrai. Aussi, on parle souvent de l'importance de l'accès de la culture en région. Est-ce que tu sens que le public est encore au rendez-vous dans le Matapédia? Ah oui, je te dirais, on est revenu à la normalité qu'on avait en 2018-2019. Nous, on aura eu une augmentation de nos ventes cette année. Les gens sont encore au rendez-vous. Les gens aiment leur salle de spectacle, aiment beaucoup la programmation. On les écoute aussi. Les prix de billets n'ont pas vraiment beaucoup augmenté. Venir voir un spectacle à Amkoui, se payer un bon souper, venir voir un spectacle, ça coûte le quart du prix que tu vas payer à Québec ou à Montréal. Là. Donc, les billets sont le double. Donc, ici, le public est au rendez-vous et c'est leur salle de spectacle. Ils se sont appropriés la salle et ils la fréquentent. Là. Le directeur général actuel du ROSEC, Frédéric Lagacé, a annoncé son départ pour juin 2027. Est-ce que ce changement-là inquiète un peu l'organisation? Pas vrai, mais oui, c'est toujours inquiétant parce qu'on perd vraiment une ressource qui était vraiment fantastique. Frédéric faisait un excellent travail, mais aussitôt qu'on a été mis au courant, moi je suis sur le conseil d'administration, donc on était déjà au courant depuis quelques mois. Il y a déjà un comité de transition qui est mis en place avec une ressource externe vraiment qui va nous aider justement à choisir la bonne personne qui va être capable parce que c'est des grands souliers à chausser, là, le directeur général du ROSEC, parce que tu dois dealer avec 32 diffuseurs qui ont des caractères différents. Qu'est-ce qui s'en vient pour Diffusion Mordicus de plaçage en Cossette là, pour les prochains mois? J'imagine que ça va aller à la rentrée souvent. Oui, c'est ça. Écoute, au moment où on se parle, il nous reste 3 spectacles à faire. Ensuite de ça, ça va à l'automne avec la rentrée culturelle qui va être le 10 septembre prochain. Donc, nous, contrairement aux autres années, habituellement en juin, on faisait un lancement de programmation pour l'automne. On a mis ça de côté parce qu'on sait encore là que les gens ont plus vraiment l'idée en juin. Là, ils veulent aller en vacances, on prépare les terrains de camping et tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des lancements sporadiques durant tout le printemps. Donc, on a fait des lancements à intervalles réguliers. On a lancé dernièrement nos derniers spectacles pour l'automne. Donc, on va être de retour en septembre tout simplement. Pour l'instant, ce qui s'en vient, on prend des vacances, on reprend notre souffle de l'énergie. On prépare évidemment les fermetures d'années financières et tout ce qui va avec, les demandes de reddition de compte. Et on va revenir en septembre. Donc, ce qui s'en vient, c'est une belle programmation à l'automne et la programmation de l'hiver-printemps 2027 est déjà prête. Donc, vous en saurez plus tôt à la TVC. Merci beaucoup, Michel. Merci, Carl.
C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel de la semaine. Tout d'abord, du côté de Diffusion Mordicus, la programmation du printemps tire à sa fin avec seulement 2 spectacles tout en humour à venir avant la pause estivale. Ce sera donc avec Jean-François Mercier le 4 juin, le jeudi le 4 juin, et ça se termine avec l'humoriste aussi Michel Desrochers le lendemain, le vendredi 5 juin. Maintenant, la microbrasserie La Captive, ce soir, donc le 29 mai, ce sera en musique avec le groupe matapédien Par la Mélésée, ainsi que Mope de Rimouski et The Dead Wheelers de Québec. Ensuite, demain, samedi, le 30 mai, ce sera le Vélo Bazar à l'Arena d'Amqui organisé par la Véloroute Desjardins de 10h à midi si vous désirez vendre ou donner votre vélo ou tout autre accessoire de cyclisme. Ce sera la plage horaire pour la collecte de vélos, suivie ensuite de la vente de vélos de midi à 14h. Seul l'argent comptant sera accepté. Ce samedi, le 30 mai, le rendez-vous Bouffe et nous sera à la salle multifonctionnelle de la Côte-Saumon dès 17h pour proposer des dégustations de bouchées suivies d'une soirée karaoké. Il reste des billets qui seront disponibles à l'entrée au coût de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants de 5 à 11 ans et c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Samedi, le 7 juin, ce sera la 4e édition de M Tater à Valbriand dès 10h. Il y aura kiosque de réparation Répare tes trucs, des courses de 1, 5 et 10 km, un espace famille Cosmos avec la maison des familles de la Matapédia, une grande marche M Tater et une offre alimentaire locale et gourmande. Ça se passe à la Cédrière de Valbriand. Et du côté du cinéma Figaro à l'affiche du 29 mai au 4 juin, pour les fans de l'univers Star Wars, le film Mandalorien et Grogu est toujours à l'affiche. Le thriller Eau profonde pour les sensations fortes. Le film d'horreur Backrooms, les arrière-salles prend l'affiche aussi. Et pour la famille, Les Moutons Détectives sera à l'affiche seulement le samedi et le dimanche en après-midi. Le cinéma diffusera aussi les matchs des séries du Canadien de Montréal sur grand écran, ce qui fera varier les heures de projection des films. Alors regardez bien l'horaire pour vous assurer de ne rien manquer. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Si vous avez des suggestions d'activités culturelles à nous soumettre, vous pouvez nous écrire à journaliste@tvcmatapédia.com. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette émission d'Info.tvc. Cette semaine, l'émission spéciale à regarder, c'est Cégep en spectacle, donc capté en janvier 2026 à la microbrasserie La Captive. Et n'oubliez pas que ce dimanche, le 31 mai, il y aura 700 $ en prix pour le bingo. Et le 7 juin, ce sera 1200 $ qui seront remis en prix aussi pour le bingo. Donc, je vous souhaite une belle semaine.